Parfois, un simple objet posé sur une commode peut faire vaciller des vies entières. Un reflet trop précis, un silence trop long, et l'élégance tranquille d'un lieu qui cache, derrière ses murs, des vérités qu'on ne veut pas voir. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire et quelle heure est-il chez toi? Prêt, entrons dans l'histoire. Le train filait, à travers les étendues blanches de la campagne savoyarde, traçant lentement sa route vers le lac d'Annecy, dont on ne devinait encore que le froid éclat d'immobile. Hastings, le menton appuyé contre la vitre givrée, suivait des yeux les flocons serrés, tandis que face à lui, Hercule Poirot restait immobile, les bras croisés, parfaitement droit, comme sculpté dans la retenue. « Dites-moi, Poirot, » lança Hastings, en baissant un peu la voix. « Vous êtes sûr que cette invitation est authentique? Ce Védrine, vous le connaissez bien ?» Le petit homme fit un léger mouvement du menton, sans pour autant ouvrir les yeux. « Je ne le connais pas, mais je connais la peur qui se cache dans les formules polies. » Hastings haussa un sourcil, surpris. C'est pourtant une simple invitation à passer quelques jours dans son hôtel, non? Justement, mon ami, c'est dans les phrases les plus anodines que se glissent les appels au secours les plus sincères. À leur arrivée, un silence feutré enveloppa Poirot et Hastings comme un manteau trop serré. L'hôtel de verre portait bien son nom. Les vitres teintées filtraient la lumière hivernale avec une froideur presque minérale, et les murs, constellés de miroirs anciens, renvoyaient leur propre image dans une infinité de reflets pâles. Chaque pas sur le parquet ciré semblait absorbé par l'espace, comme si le bâtiment lui-même retenait son souffle. Une odeur discrète de cire d'abeille et de lavande flottait encore dans l'air, vestige de quelque soin méticuleux. Dans le hall principal, une verrière opaline laissait filtrer une lumière blanchâtre et sans chaleur. Tout semblait immobile, comme figé dans un cadre. Poirot s'arrêta un instant devant l'un des miroirs ovales, encastrés dans les boiseries. Il incline légèrement la tête, observa son reflet, puis murmura pour lui-même. Les miroirs sont utiles. Ils reflètent tout, même ce qu'on refuse de voir. Quelques instants plus tard, le majordome les introduisit dans le grand salon, où les convives s'étaient rassemblés autour d'un feu, aussi discret que décoratif. Il y avait là une veuve élégante, au port altier, une cousine austère, au regard gris, un jeune homme à la mâchoire trop serrée, un antiquaire au sourire excessif, et d'autres encore, tous enveloppés dans des vêtements sombres, comme s'ils avaient oublié qu'ils n'étaient pas venus pour un enterrement. Les présentations furent faites avec une politesse presque appliquée, mais Poirot ne se laissa pas tromper. Il observe les silences entre les mots, les regards évités, la tension derrière les sourires. C'était un bal figé, où chacun tenait son rôle. Hastings, quant à lui, sentit confusément que quelque chose clochait, mais ne parvenait pas à dire quoi exactement. Alors qu'on les installait dans leur chambre, Poirot s'attarda dans le vestibule, comme distrait. Il fixait un large miroir rectangulaire accroché au-dessus du porte-manteau. Dans ce reflet, un parapluie noir, à la poignée d'ébène, apparaissait posé tout à droite du meuble. Intrigué, Poirot se détourna, mais son regard se plissa. Il n'y avait aucun parapluie dans le coin correspondant. Il fit quelques pas, revint sur ses pas. Le miroir reflétait bien un parapluie, là où il n'y en avait pas. « Hastings, venez voir, je vous prie. » Son ami accourut, fronça les sourcils, regarda dans le miroir, puis la réalité. Il haussa les épaules. « Bah, peut-être un jeu de reflets, ou alors il a été déplacé. » Poirot resta pensif. Il ne répondit pas tout de suite. Il se pencha légèrement en avant, examina le cadre, puis murmura.
Il n'a pas été déplacé. Il n'a jamais été là, sauf dans ce miroir. Et il ajouta, presque pour lui-même, « Voilà une chose que je vais garder dans un coin de mes petites cellules grises. » L'après-midi s'étira dans une langueur épaisse, que même le feu de cheminée dans le salon n'arrivait pas à réchauffer. Les invités échangeaient des propos anodins, entrecoupés de silences qui semblaient peser plus lourd que les paroles. Chaque rire paraissait sonner faux, chaque geste trop mesuré, comme s'ils jouaient tous un rôle dont ils avaient oublié l'origine. Poirot, installé dans un fauteuil tapissé près d'une bibliothèque vitrée, laissait errer son regard d'un visage à l'autre, attentif, non pas à ce que l'on disait, mais à ce qui se taisait. Hastings, quant à lui, sentit une gêne sourde l'envahir. Ce n'était pas le froid de l'hiver. Celui-là était prévisible, presque réconfortant. Non, c'était une impression plus insidieuse, comme si les murs de l'hôtel avaient enregistré autrefois une dispute violente, une peur ancienne, un mot de trop, et qu'il refusait à présent d'oublier. Poirot rompit finalement le silence, d'une voix basse et posée. « Savez-vous, Hastings, il y a des maisons qui n'aiment pas les étrangers. Celle-ci me donne l'impression qu'elle aurait préféré que nous ne venions pas. » Il ferma les yeux un instant. La soirée ne faisait que commencer. Le dîner fut servi dans une pièce vaste, à la table longuement dressée, sous un lustre de verre taillé, dont les cristaux tintaient imperceptiblement au moindre souffle d'air. Pourtant, ce n'était pas le froid de la salle qui glaçait les convives, mais cette chose plus fine, plus insidieuse, une réserve tendue, palpable, qui ne disait pas son nom. Monsieur Védrine, haut affable mais distant, trônait au centre de la table, ses gestes mesurés, son sourire discret, presque absent. Il veillait à la conversation comme un chef d'orchestre à l'équilibre fragile. Chaque invité semblait surveiller ses propres mots, autant que ceux des autres. Les échanges, d'abord convenus, devinrent au fil des plats plus silencieux, plus lourds. Des regards se croisaient, se détournaient. On servait la soupe dans des assiettes à dorure, mais chacun, ou presque, laissait la cuillère en suspens. Hastings, qui observait tout cela avec une curiosité muette, pencha légèrement vers Poirot et murmura « On dirait une pièce de théâtre où personne ne connaît son texte. » Poirot ne répondit pas. Il regardait la veuve Élise, assise 2 places plus loin, le menton légèrement relevé, les mains posées sur la nappe, parfaitement immobile. Il suivit du regard la tension invisible entre elle et le neveu Simon, puis le mouvement presque trop rapide de Marcel Durand, l'antiquaire, qui attrapait son verre. Le dîner se poursuivit ainsi, dans une harmonie en surface, mais une dissonance souterraine qui commençait déjà à faire vibrer les murs silencieux de l'hôtel. Ce fut au moment du fromage que Védrine, d'une voix posée et presque distraite, évoqua sa sœur disparue. « Ma pauvre Hélène, elle s'est éteinte doucement, vous savez. Cela fera bientôt 1 an. » Un silence poli suivit, ponctué d'un murmure de condoléances mal convaincu. Mais Védrine, sans se départir de sa voix calme, poursuivit. « J'ai repris l'hôtel dans les mois qui ont suivi. Elle l'avait gardé fermé toutes ces années. Par attachement, sans doute. » Hastings nota une raideur immédiate dans l'attitude de plusieurs convives. Simon baissa les yeux. Élise serra un instant sa serviette entre ses doigts fins. Même le majordome, resté en retrait, sembla suspendre son geste. Poirot, lui, incline la tête, pensif. Il savait que les héritages ne se mesuraient pas qu'en actes notariés. Il y avait ceux, plus dangereux encore, qui circulaient entre les silences, un ressentiment jamais nommé, une injustice que l'on tait, une part d'ombre que l'on refuse de partager. Il y a toujours un prix à payer.
murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Hastings, lorsqu'un bien revient à celui qui n'en était pas destiné. La veuve Élise avait cette présence étrange qui dérange sans provoquer, comme une ombre portée dans une pièce trop bien éclairée. Elle parlait peu, souriait encore moins, et pourtant, chacun semblait toujours un peu tendu lorsqu'elle entrait ou passait près de lui. Sa voix, lorsqu'elle s'exprimait, avait cette douceur grave que l'on prête aux femmes qui ont beaucoup perdu ou beaucoup dissimulé. Elle portait le deuil sans ostentation, mais avec une élégance rigoureuse. Son regard, en revanche, échappait constamment à la lumière. Il semblait flotter, indifférent à ceux qu'il croisait, à moins qu'il ne les transperce, par éclair, lorsqu'elle baissait trop tard les paupières. Hastings, intrigué, chuchota à Poirot. Elle a l'air, comment dire, étrangère à tout ça, comme si elle n'était pas vraiment là. Poirot répondit d'un ton neutre. Certains vivent en retrait, mon ami. D'autres observent depuis l'intérieur. Un détail frappa Poirot, sans qu'il en fît mention. Un léger sillage parfumé, poudré, presque ancien, s'accrochait à la présence d'Élise. Un parfum que l'on ne portait plus, mais que l'on reconnaissait toujours. Il prit note sans insister. Ce genre de souvenir olfactif ne revenait jamais sans raison. Marcel Durand, l'antiquaire, était de ceux qui parlent avec excès, comme s'il cherchait à masquer un silence menaçant. Il évoquait à haute voix un miroir ancien, pièce de collection rare selon lui, d'époque Renaissance italienne. Le regard vif, les mains animées, il décrivait les courbes, la patine, les rumeurs entourant l'objet. Un miroir dit « à secret », autrefois exposé dans un couvent, disait-il, où il aurait trahi bien des confessions. On dit que ceux qui y voyaient leur reflet s'y voyaient double, ou inversé, affirma-t-il avec une excitation mal contenue. Les convives, pour la plupart, feignaient l'amusement ou l'indifférence. Seule Élise avait brièvement levé les yeux. Poirot, lui, fixait Marcel avec attention, non pour ce qu'il racontait, mais pour ce qu'il taisait, car derrière cette passion pour les objets anciens se devinait autre chose, une nervosité profonde, un besoin de contrôle. Ce n'était pas l'histoire du miroir qu'il défendait, mais quelque chose qu'il espérait éviter ou retarder. Et cela, Poirot le sentit, n'avait rien d'esthétique. Dans les couloirs à l'écart du salon, le majordome Joseph, homme effacé, au visage marqué, fut surpris, en train de murmurer une prière à voix basse, face à l'un des miroirs suspendus près de l'escalier. Ses mains tremblaient légèrement, jointes devant lui, et les mots latins, hésitants, s'échappaient de ses lèvres avec l'intensité d'une supplique oubliée. Poirot, qui passait là sans bruit, s'arrêta quelques instants sans se montrer. Il reconnut quelques phrases du confiteor et un mot répété plus d'une fois, veritas. Joseph se redressa soudain, comme s'il avait perçu une présence derrière lui. Il se détourna, croisa furtivement le regard de Poirot, puis, sans un mot, s'éclipsa par une porte de service. Le détective demeura immobile face au miroir. Le reflet du couloir, déformé par le verre ancien, semblait trembler encore de la ferveur du vieil homme. « Ce n'est pas une prière pour les morts », murmura Poirot. « C'est celle de quelqu'un qui espère encore échapper à sa propre image. » Plus tard dans la soirée, alors que l'on servait un thé discret dans le petit salon, Élise prit soudain la parole de cette voix égale et presque désincarnée qui la caractérisait. Le miroir dont parle M. Durand, ma belle-sœur l'appelait le miroir des vérités inversées. Un silence s'abattit. Certains sourirent avec gêne, d'autres détournèrent les yeux. Poirot, en revanche, posa doucement sa tasse. Elle disait, poursuivit Élise,
que ce miroir ne reflétait pas ce que l'on voyait, mais ce que l'on cachait. Marcel Durand remua sur son fauteuil, moins à l'aise. Simon fronça les sourcils. Le majordome, debout, au fond de la pièce, s'immobilisa. « Une superstition, bien sûr », ajouta Élise avec un soupir. Mais Poirot savait reconnaître le ton de ceux qui feignent de dénigrer une croyance qu'ils n'ont jamais tout à fait abandonnée. Le miroir, cet objet si simple, si commun, prenait, dans les mots d'Élise, une fonction presque sacrée, celle d'un juge muet, témoin immobile des dissonances du passé. Et cela, pour Poirot, méritait d'être pris au sérieux. Le soir était tombé, et chacun avait regagné ses quartiers, à l'exception de Poirot et Hastings, demeurés dans la bibliothèque. Un feu discret crépitait dans l'âtre, mais ni l'un ni l'autre ne semblait en tirer de chaleur. Hastings brisa le silence. « Je n'arrive pas à savoir s'ils se connaissent trop, ou pas du tout. » Poirot répondit doucement. « Parfois, mon ami, l'on se connaît trop pour oser se regarder. » Puis il se leva, marcha lentement vers la fenêtre dont le reflet rejoignait celui d'un miroir, posé entre deux étagères. Il y observa un instant les silhouettes qui passaient dans le couloir et dit encore « Il y a ici une peur. Elle ne porte pas de nom, pas encore, mais elle est là, une peur qui précède le crime. » Hastings frissonna légèrement. Il n'aimait pas ce genre de pressentiment. « Et vous pensez qu'un crime a déjà été commis ?» demanda-t-il. Poirot ne répondit pas. Il resta là, immobile, à regarder un reflet qui n'était peut-être pas tout à fait fidèle. Et dans cette incertitude, le mystère commençait à prendre forme. Le lendemain matin, alors que l'hôtel s'éveillait lentement sous un ciel chargé de givre, Poirot descendit dans le vestibule, tiré par cette habitude tenace d'observer les lieux lorsque le silence y est encore maître. L'odeur du bois ciré flottait dans l'air, mêlée à celle du café que l'on préparait plus loin. Ses yeux se portèrent immédiatement sur le porte-manteau, ce meuble sculpté, presque cérémonial, qui accueillait les effets des invités. Là où, la veille, un parapluie noir s'était reflété dans le miroir accroché juste en face, il n'y avait désormais rien. Et pourtant, dans la surface vieillie du miroir, le parapluie persistait, figé, précis, bien en place. Poirot fronça légèrement les sourcils. Il tourna lentement autour du meuble, se pencha, vérifia les crochets, l'ombre au sol. Le miroir semblait fidèle à l'image, mais pas à la réalité. Il croisa les mains dans le dos et murmura « Un objet peut disparaître, mais son reflet, jamais sans aide. » La certitude s'installa doucement. Ce n'était pas un détail anodin. Ce parapluie, ou plutôt son absence, venait de se placer au centre d'un jeu plus vaste, dont les règles lui échappaient encore, mais plus pour longtemps. Lorsqu'Hastings rejoignit Poirot dans le vestibule, il remarqua immédiatement la fixité de son ami face au miroir. Intrigué, il s'approcha, suivant son regard. « Vous cherchez quelque chose ?» Poirot se contenta de pointer le miroir du menton. « Le parapluie, mon ami. Voyez-vous ce que je vois ?» Hastings plissa les yeux. Un parapluie, sans aucun doute. Noir, classique, à poignée courbe. Rien d'extraordinaire, si ce n'est qu'il ne figurait pas sur le meuble lui-même. « C'est curieux, » fit-il, son ton trahissant. Une hésitation sincère. « Je suis sûr de l'avoir vu là ce matin. Je suis passé ici en allant chercher le journal. Il était là, dans le miroir, dans la réalité. Les deux. » Poirot l'observa attentivement, notant le pli d'étonnement sincère sur le front de son compagnon. « Et maintenant ? Maintenant ? Il n'y est plus. Mais dans le miroir, oui. C'est comme s'il refusait de partir de là. » Poirot ne répondit pas.
Il se contenta d'un léger hochement de tête. Un témoin troublé par ce qu'il croit avoir vu vaut parfois plus qu'un œil qui ne doute jamais. Plus tard, dans la matinée, Poirot entreprit de sonder les pensionnaires avec cette méthode discrète et précise qui lui était propre. Plutôt que d'interroger directement, il s'immisça dans les conversations, lançant de simples questions anodines. « Vous souvenez-vous du parapluie noir dans le vestibule ?» Ou encore « Il me semble qu'il était là hier soir, pas vous ?» Les réponses, en apparence banales, révélaient pourtant une curieuse homogénéité. La plupart éludaient la question, prétextant ne pas y avoir prêté attention. Certains prétendaient ne pas l'avoir vue du tout. D'autres haussèrent les épaules avec une politesse distante, comme si la question dérangeait davantage qu'elle n'intriguait. Marcel Durand, l'antiquaire, répondit d'un ton ironique. « Un parapluie, vous dites ? C'est un hôtel, monsieur Poirot, pas une galerie d'art. Les objets y vont et viennent. » Seule Élise, en croisant brièvement Poirot dans le couloir, posa un regard bref sur le miroir, puis détourna les yeux plus vite qu'il ne l'aurait cru. Il n'en fallait pas plus pour éveiller sa vigilance, car le silence, parfois, en dit bien plus long que la réponse polie d'un menteur habile. En fin d'après-midi, un jeune employé de l'hôtel, embarrassé mais honnête, vint trouver Poirot pour lui signaler qu'un objet avait été découvert dans un cagibi attenant à la buanderie. Un parapluie noir, oublié ou abandonné, posé là, sans soin, comme dissimulé à la hâte. Poirot s'y rendit sans bruit, guidé par le garçon. Le cagibi était sombre, humide, encombré de seaux, de balais, de chiffons enroulés. Et là, à demi caché sous une housse en toile, reposait le parapluie. Il le prit délicatement, en observa chaque détail. La toile était parfaitement sèche, ce qui excluait un usage récent. Mais c'est en examinant la poignée qu'il marqua un arrêt. Gravé dans le bois sombre, à peine visible, figurait un chiffre romain, bas V. Mais quelqu'un, récemment, sans doute, avait tenté de le rayer. La marque était volontairement altérée, comme si l'on avait voulu gommer une trace, sans pouvoir y parvenir entièrement. Poirot effleura l'inscription du bout du doigt. « Pourquoi effacer un chiffre ?» murmura-t-il. « Parce qu'il relie, parce qu'il désigne. » Il glissa le parapluie sous son bras, et quittant le cagibi, formula intérieurement une nouvelle hypothèse. Ce parapluie n'était pas un objet perdu. C'était une mémoire que quelqu'un cherchait à enterrer. Alors qu'il revenait dans le vestibule, Poirot fut accosté par une jeune femme de chambre, les joues rouges d'émotion contenue. Elle hésita un instant, puis se lança à mi-voix. « Monsieur, ce matin, il y avait bien un parapluie, mais il ne se reflétait pas dans le miroir. » Poirot se retourna lentement vers elle, sans la brusquer. « Vous en êtes certaine ?» Elle hocha vivement la tête, puis baissa les yeux. « J'ai déposé les gants de Madame Élise sur le meuble, juste à côté. Le parapluie était là, je l'ai vu. Mais dans le miroir, il n'y était pas. Je me suis même dit que c'était un défaut du verre. » Poirot l'écouta avec attention. Un parapluie sans reflet, alors que plus tard, un reflet subsistait sans l'objet. Cela dépassait le caprice optique, cela devenait un langage. « Vous avez bien fait de me le dire, mademoiselle » murmura-t-il simplement. Elle s'éloigna, soulagée, tandis que Poirot resta là, immobile. La contradiction entre la réalité et son image ne cessait de s'inverser. L'un apparaissait, l'autre disparaissait, comme si le miroir lui-même choisissait ce qu'il voulait montrer, ou ce qu'on voulait qu'il montre. Ce soir-là, après le dîner, alors que l'hôtel s'enfonçait lentement dans un silence feutré, Poirot resta seul dans le salon désert. Devant lui,
Le miroir du vestibule projetait toujours ce reflet trompeur d'un porte-manteau orphelin, habité par un parapluie absent. Il observe longuement cette image mensongère, immobile, silencieuse, et plus il la fixait, plus elle semblait interroger, plutôt qu'expliquer. Il se leva, fit quelques pas, puis s'arrêta net. Un objet que l'on voit, mais qui n'existe pas. Un objet qui existe, mais que l'on ne voit plus. Il posa doucement une main sur le cadre du miroir. Et si ce miroir n'était pas un menteur, mais un complice, si ce qu'il montrait était une mémoire, pas une image. Il se détourna, se dirigea lentement vers la bibliothèque, où une lumière faible persistait. Chaque élément s'ajoutait au précédent sans se contredire, mais sans se résoudre encore. Il n'avait pas tous les éléments, pas encore, mais il le savait désormais avec certitude. Ce parapluie n'était pas un simple objet d'égaré. C'était une vérité silencieuse, piégée dans le verre d'un miroir, et qui attendait qu'on ose la regarder. Ce fut un cri net, aigu, presque irréel, qui fendit l'air glacé du matin. Un cri humain, mais tellement chargé d'effroi qu'il semblait venu d'un autre monde. Hastings, tiré de sa lecture par ce son perçant, se leva brusquement, suivi de Poirot, qui, sans dire un mot, quitta le salon en direction du vestibule. Dans l'ombre encore pâle de l'aube, ils trouvèrent Dont et la jeune femme de chambre, adossée au mur, les mains plaquées contre sa bouche. Elle tremblait de tout son corps. Ses yeux restaient fixés sur l'escalier principal, dont les premières marches de bois ciré étaient maculées de rouge sombre. Joseph, le majordome, gisait au pied des marches. Sa chemise était entr'ouverte, et dans sa main droite, rigide et noueuse, reposait une lame de rasoir ancienne, tachée de sang. Son visage, figé dans une expression d'étonnement presque doux, contrastait étrangement avec la violence muette de la scène. Poirot s'approcha lentement. Un silence profond s'était abattu sur l'hôtel, comme si les murs eux-mêmes hésitaient à admettre ce qui venait de se produire. « Il est mort », dit Hastings à voix basse. Poirot se pencha légèrement, observa sans rien toucher. « Oui, mais ce n'est pas la mort qui m'étonne ici, » murmura-t-il. « C'est la manière dont elle s'est déguisée. L'hôtel s'était figé. Les domestiques, pétrifiés d'effroi, se tenaient à distance. Les invités, réveillés dans la précipitation, murmuraient à voix basse dans le couloir. Pendant ce temps, Poirot restait seul face au corps. Il se pencha de nouveau, cette fois avec attention, non pour constater la mort, cela était évident, mais pour lire, dans les détails épars, ce que Joseph avait peut-être tenté de dire en mourant. La lame était bien enfoncée, mais l'angle, trop net, trop propre. Les manches de la chemise soigneusement retroussées. Et cette main, crispée sur l'arme, ne portait aucune trace de tremblement. Poirot examina les semelles du défunt, sèches. L'escalier, lui, était humide. Un seau abandonné non loin indiquait un nettoyage interrompu. Le sang s'était répandu selon une trajectoire régulière, presque géométrique. Tout cela formait une scène composée. Trop bien. Un suicide, diront-ils, souffla Poirot. Un homme seul, hanté, coupable peut-être. Il se redressa lentement. Mais Joseph n'était pas seul. Il savait quelque chose, et celui qui voulait le faire taire l'a fait sans bruit, mais avec une précision d'acteur. Puis il ajouta, pour Hastings, « Regardez bien la scène, mon ami, elle nous parle, et elle ment. » Son regard glissa alors sur le mur du vestibule, où un grand miroir ancien, celui-là même, qui avait révélé le parapluie, se dressait d'ordinaire comme une sentinelle silencieuse. Mais cette fois, il ne reflétait rien. Il était brisé. La surface, autrefois continue,
était fendu d'une étoile nette dont les branches rayonnaient à partir d'un impact central, exactement à hauteur d'homme. On aurait dit un œil crevé. Poirot s'en approcha. Il ne toucha pas le verre, mais en suivit les fissures du regard. Le miroir ne s'était pas brisé sous le choc d'un corps tombé. Il était trop éloigné. Non, ce miroir avait été frappé, volontairement. Un acte de violence précis, et peut-être symbolique. Il a vu, murmura Poirot, et on lui a brisé les yeux. Hastings, derrière lui, ne comprenait pas encore. Joseph a vu quelque chose dans ce miroir, dit Poirot doucement. Quelque chose qu'il n'aurait pas dû reconnaître. Et le miroir en gardait le souvenir. Un miroir brisé, c'est une image effacée, une mémoire que l'on veut nier. Mais les éclats, eux, continuaient de renvoyer des fragments du monde. Et parmi ces fragments, Poirot savait que se cachait une vérité éclatante, encore disséminée dans le silence, tandis que le médecin, appelé en hâte, constatait sans surprise le décès de Joseph. Poirot, lui, s'attarda sur les poches du défunt. Non pas par voyeurisme, mais parce qu'il savait, depuis longtemps, que les morts parlent autrement. Et parfois, c'est dans ce qu'ils ont serré, plié, dissimulé, que se trouve leur dernier cri. Dans la poche intérieure de la veste, soigneusement dissimulée derrière le revers du tissu, il trouva une feuille de papier chiffonnée. Du papier de mauvaise qualité, jauni par les plis, mais encore lisible. Une écriture irrégulière, nerveuse. Quelques lignes seulement. Poirot les lut sans un mot. Puis il replia lentement la feuille et la garda dans sa main gantée. Il y était écrit « Il a vu ce qu'il ne fallait pas. Il parle trop. Il ne verra plus rien. » Rien d'autre. Pas de nom. Pas de signature. Pas même une date. Mais ces quelques mots résonnaient comme une condamnation prononcée avant l'heure. Et dans leur brutalité sèche, Poirot perçut non la rage, mais la peur. La peur de celui qui sait que la vérité, une fois révélée, détruit plus sûrement que la mort. Il glissa la feuille dans son carnet, referma le tout avec soin, puis regarda longuement le miroir en éclats. Le message avait été entendu, trop tard pour Joseph, mais pas pour la vérité. L'annonce de la mort du majordome fut faite avec la prudence qu'impose la bienséance, dans un salon où les invités s'étaient réfugiés, vêtus de silence. C'est Védrine qui prit la parole, d'une voix blanche, en tentant de maintenir l'ordre dans la stupeur. Mais c'est Élise qui réagit la première. Elle se leva si brusquement que sa chaise en grinça. Puis, sans un mot, elle porta la main à sa gorge, vacilla et s'écroula sur le tapis, ses épaules secouées par une crise de nerfs, d'une intensité si violente que plusieurs convives se précipitèrent. Hastings s'avança, mais Poirot le retint d'un geste. « Attendez. » Il observait, non pas la douleur, car il ne niait pas qu'elle souffrit, mais la manière dont cette douleur surgissait, trop vite, trop fort, comme si elle anticipait quelque chose, ou qu'elle redoutait qu'un lien soit fait. Élise sanglotait, mais ses larmes semblaient n'avoir ni cause claire, ni mots pour les justifier. Elle ne prononçait pas le nom de Joseph. Elle n'évoquait aucun souvenir. Elle se noyait dans un chagrin sans visage. Poirot, les bras croisés, la regardait trembler, et déjà, son esprit tissait des fils. Certains pleurent ce qu'ils perdent, d'autres pleurent ce qu'ils savent. Quand le calme revint peu à peu dans le salon, chacun adopta cette posture que le chagrin impose dans les lieux convenables. Regard baissé, souffle retenu, geste lent. Pourtant, pour qui savait regarder, l'émotion n'était pas partout à sa place. Poirot s'attarda sur Simon, le neveu, dont le visage pâle semblait plus soulagé que troublé. À plusieurs reprises, il se massa la nuque, comme un homme qui vient d'échapper à une pression invisible.
Marcel Durand, quant à lui, murmurait des paroles vagues à la cousine pieuse, mais ses yeux fuyaient ceux de Védrine. Et la cousine, justement, avait récité une prière dans un latin hésitant, les doigts nerveusement enfoncés dans les plis de son châle. Elle priait. Mais pour qui? Pourquoi? Poirot ressentit ce frisson si particulier, qui ne relève ni de l'instinct, ni du hasard, cette perception fine que les émotions ne concordent pas avec la scène, que le deuil ici n'était pas entier, ou du moins pas honnête. Il passa lentement devant chacun. Personne ne lui adressa la parole. La mort devrait unir, pensa-t-il, mais elle divise, car elle met à nu ceux qui avaient quelque chose à cacher. Et Joseph, lui, n'avait plus rien à taire. C'est en explorant le bureau fermé à clé dans la chambre de Védrine, à sa demande expresse, que Poirot découvrit le petit carnet. Un objet modeste, à la couverture en cuir noir patiné, au coin légèrement émoussé, conservé avec un soin presque religieux dans un tiroir doublement verrouillé. La serrure, ancienne, n'opposa guère de résistance à l'habileté de Poirot. Il l'ouvrit avec la minutie d'un bibliophile, non d'un fouineur. Le journal s'y trouvait, lové dans un linge fin, entouré d'un ruban fané. Aucun titre, aucun nom, sur la première page, mais une écriture nette, inclinée, régulière. Celle d'une femme à l'éducation soignée et à la pensée ordonnée. Hastings, resté en retrait, s'avança lentement. « C'est celui de sa sœur ?»« C'est plus que cela, » répondit Poirot, sans lever les yeux. C'est une confession qui n'attendait pas d'être lue, mais crainte d'être oubliée. Les pages sentaient la lavande sèche. À mesure que Poirot tournait les feuilles, une voix silencieuse, venue d'un autre thème, prenait forme. Une voix douce, mais blessée. Non pas celle d'une femme disparue, mais celle d'une femme que l'on n'avait jamais vraiment d'écouter. Et déjà, il savait que certaines réponses se trouvaient là, écrites dans l'ombre, à l'encre des silences. Les premières pages évoquaient des souvenirs anodins, des détails quotidiens, des promenades solitaires au bord du lac, des observations sur les clients de l'hôtel. Puis, peu à peu, l'écriture changeait de rythme. Elle devenait plus serrée, plus hachée, comme si l'émotion filtrait entre les lignes. Poirot s'arrêta sur une date entourée d'un petit trait discret. Juste en dessous, la plume disait « Il est revenu. Je ne devrais pas le recevoir, mais il revient, et je me tais. Puis, j'ai honte. Je sais qu'il est marié, mais dans ce salon, quand il me regarde, j'ai 20 ans. Il n'y avait pas de nom, rien qu'un pronom, il, mais les répétitions, l'intensité des mots, la tension contenue, tout trahissait une passion profondément tue, et d'autant plus vive, plus loin encore, elle m'a menacé. Elle a d'abord dit qu'elle parlerait à sa femme, que je détruis tout. Poirot referma un instant le carnet, les paupières closes. Un amour interdit n'est jamais une simple erreur de jugement. Il devient un foyer de culpabilité, un levier pour le chantage, une faille que d'autres exploitent. Et il sentait que cette faille-là, jamais refermée, avait fini par se rompre. Quelques pages plus loin, une note brève, insérée entre deux phrases presque anodines, attira l'attention de Poirot. Elle avait oublié son parapluie. Je l'ai reconnu tout de suite, même après toutes ces années. Il était encore là, dans le vestibule. Comment ose-t-elle? Le ton changeait. La voix du journal, jusque-là empreinte de retenue, se faisait soudain plus acide, presque méprisante. Qui était cette elle? L'absence de prénom n'était pas un oubli, c'était une volonté d'effacement. On ne nomme pas l'ennemi, on l'efface. Poirot reprit la lecture, avançant lentement. Le parapluie revenait plusieurs fois. On y faisait allusion comme à un témoin silencieux, une trace laissée malgré tout,
un objet banal, sauf lorsqu'il est le seul à se souvenir. Elle n'aurait jamais dû revenir ici. Pas avec ce parapluie, pas avec ce sourire. Hastings, qui lisait par-dessus l'épaule de son ami, fronça les sourcils. « Vous pensez que ce parapluie est celui que vous avez vu dans le miroir ?» Poirot répondit sans se détourner. « Non, mon ami, je ne le pense pas, je le sais. » Et il comprit que cet objet, laissé comme un oubli, était en réalité une provocation, une signature. Le mot miroir apparut dans une note plus tardive, écrite d'une main tremblée, à l'encre plus pâle, comme si la plume elle-même avait hésité à retranscrire la pensée. « Je ne dors plus. Je le vois dans le miroir. Je me retourne. Il n'est pas là. Mais il m'attend, chaque soir, dans cette surface glacée. » Poirot ferma un instant les yeux. Ce n'était plus une observation rationnelle, c'était une hantise. Mais parfois, les hantises disent la vérité que la raison fuit. Plus loin, le miroir le savait. Il a vu ce que je n'ai pas osé voir. Il a vu leurs reflets ensemble. Ils ne se tenaient pas la main. Mais leurs yeux, oui, et moi, j'étais là, derrière. Ce miroir n'était pas un simple objet. Il était devenu le complice silencieux d'une trahison. Un témoin figé, certes, mais insupportablement juste. Et la sœur de Védrine, à force de le regarder, y avait lu ce qu'elle ne pouvait ni nommer ni pardonner. Poirot releva le front, les lèvres serrées. « Ce miroir, murmura-t-il, n'était pas magique, il était honnête, et c'est souvent ce qu'on supporte le moins. » À mesure qu'il avançait dans le carnet, Poirot vit revenir un mot, isolé parfois au bas d'une page, souligné d'un trait nerveux, réversibilité. Au début, il crut à une idée religieuse, une forme de pénitence ou de pardon. Mais dans le contexte, cela sonnait différemment. Le mot semblait revenir comme une obsession, un fil conducteur. Tout peut s'inverser. Le juge devient le coupable, la victime punie. Le reflet change de camp. Poirot s'arrêta. Il sentit dans ce mot plus qu'une théorie. Il y décelait un pacte, un serment muet entre deux êtres, ou peut-être un défi lancé au destin. Si elle parle, je parlerai aussi. S'il tombe, je l'entraîne. Réversibilité. Le mot devenait une menace, une règle secrète. On comprenait que cette femme, blessée, ne voulait pas seulement se protéger, elle voulait garder la possibilité d'inverser la douleur, de la rendre, de la faire payer. Et dans ce mécanisme d'échange latent, Poirot vit naître le mobile d'un crime. « C'est un contrat », murmura-t-il, « une logique de vengeance contenue, pas un cri, non, un miroir qu'on retourne. » Le mot, répété à intervalles réguliers, devenait comme un battement. Réversibilité, réversibilité, un écho intérieur, une cloche sourde, le prélude d'un basculement. Poirot referma lentement le carnet, les doigts déposés quelques secondes de plus sur la couverture. Il ne parlait pas. Hastings attendait, immobile. Quand enfin, Poirot se leva. Ses gestes étaient lents, réfléchis. Le regard qu'il portait sur la pièce n'était plus celui d'un homme en quête d'indices, mais celui d'un homme qui vient de rencontrer un fantôme. Ce n'est pas une histoire de jalousie, Hastings, ni même de passion. C'est une histoire de silence, de choses qu'on ne dit pas, mais qui restent là, vivantes, entre les murs. Il se dirigea vers la fenêtre. Le reflet du miroir brisé, au fond du vestibule, apparaissait à peine. Cette femme n'a pas été trahie une fois, elle l'a été 2 fois, d'abord par l'amour, ensuite par sa propre sœur, et elle n'a jamais parlé, elle a écrit. Et dans ces pages, elle a tissé une toile. Hastings demeurait pensif. Poirot, lui, semblait écouter quelque chose que seul lui percevait. C'est une trahison ancienne, oui, mais elle ne s'est pas arrêtée, elle a glissé, elle s'est répercutée, comme un reflet dans un miroir,
dont on ne voit plus que les fragments. Il se retourna, le regard grave. Et dans ce regard, il y avait la certitude que tout ce qui arrive maintenant avait commencé bien avant. Ce fut dans le petit salon du rez-de-chaussée, à l'écart des regards, que Simon accepta finalement de s'asseoir face à Poirot. Il s'était d'abord montré méfiant, presque bravache, mais sous la pression d'un silence trop dense, son vernis commença à craqueler. Poirot, assis bien droit, les mains croisées sur ses genoux, ne prononça qu'une seule phrase. « Vous savez, monsieur, il est plus dangereux de garder un secret que de le trahir au bon moment. » Simon détourna les yeux, le visage tiré. « Ce n'est pas ce que vous croyez. Alors dites-le-moi. » Il hésita encore, puis la voix finit par sortir, hachée, sèche. « Le testament de ma tante. Je l'ai modifié. Oui. Elle voulait tout laisser à Élise. Et disons que j'ai rédigé une version plus juste, moins sentimentale. » Il fixa Poirot, comme s'il attendait une réaction, un jugement. Mais Poirot ne dit rien. Il hocha simplement la tête, lentement, comme s'il venait d'ouvrir une porte. « Ce n'est pas très noble, » ajouta Simon, d'un ton plus dur. « Mais je n'ai tué personne, monsieur Poirot. » Le silence qui suivit était plus révélateur que les mots, car ce que Poirot venait d'obtenir n'était pas un aveu de culpabilité, mais celui d'une peur qu'on croyait pouvoir dissimuler sous le masque de l'indignation. Lorsque Simon eut quitté la pièce, Poirot resta seul quelques minutes, penché sur les mots qu'il avait entendus comme un joueur d'échecs analyse une partie en silence. Il n'y avait pas de doute, le jeune homme avait menti, mais pas sur ce qu'il croyait, le ton, l'attitude, la précipitation dans l'aveu. Tout indiquait une stratégie d'évitement. Simon avait parlé du testament pour détourner l'attention. Il avait offert à Poirot un crime mineur pour masquer ce qui le rongeait véritablement. Le mensonge est une monnaie, murmura Poirot pour lui-même. On paie en petites pièces quand on craint qu'on découvre le coffre entier. Il revit dans son esprit l'expression de Simon lorsqu'il avait mentionné Élise, l'éclat bref dans ses yeux, ce refus immédiat de la nommer trop longtemps. Non, le mobile de Simon n'était pas seulement financier. Il y avait dans son attitude un ressentiment profond, quelque chose de familial, peut-être de filial, mais étouffé. Poirot ferma les yeux un instant. L'enquête avançait, oui, mais pas selon les lignes que chacun s'efforçait de lui tracer. Il y avait dans cette maison une vérité que tous semblaient vouloir enterrer, en espérant que les mots suffiraient à en détourner les pas. La nouvelle de l'aveu de Simon circula vite, comme les choses que l'on prétend vouloir garder discrètes. En moins d'une heure, plusieurs visages avaient changé d'attitude. Marcel Durand, l'antiquaire, parlait plus fort qu'à l'ordinaire, comme soulagé. La cousine pieuse hocha gravement la tête, comme si la justice avait suivi son cours sans qu'elle ait eu besoin de la nommer. Même Védrine, jusque-là retenue, laissa échapper une remarque sibylline. Il y avait toujours eu, chez Simon, quelque chose de tordu. Poirot, lui, observait tout cela en silence. Il vit le soulagement collectif se poser comme un voile sur l'atmosphère. Enfin, un coupable. Enfin, un nom. Enfin, une histoire qui s'emboîte. Mais ce soulagement était suspect, car rien, dans ce qu'il avait vu, entendu, ressenti, ne venait corroborer l'image du jeune homme comme assassin. Trop rapide, trop pratique. Un coupable idéal, et donc improbable. Il partagea ses doutes avec Hastings d'un ton bas. Lorsqu'un meurtre semble soudain s'expliquer trop bien, mon ami, c'est qu'il a cessé d'être une énigme, et une énigme qui s'éteint trop vite, sans l'allumette. Poirot savait qu'il devait chercher ailleurs, là où la lumière n'éclaire pas.
dans la chambre de la sœur défunte, longtemps close et récemment rouverte pour l'occasion. Élise s'aventura seule, comme attirée par quelque chose qu'elle-même ne savait nommer. Poirot, curieux de cette discrétion, l'y suivit à distance, sans un mot. La pièce était restée figée dans un autre temps. Coussins brodés, nappes de dentelle, meubles cirés avec régularité, mais rarement touchés. L'atmosphère y était sèche, presque retenue. Élise, debout près de la coiffeuse, hésita un instant. Puis, d'un geste lent, elle ouvrit le tiroir du centre. Ses doigts frôlèrent un carnet vide, un vieux ruban, quelques lettres jaunies, et puis, plus au fond, un petit flacon de verre dépoli. Elle l'ouvrit. Ce fut d'abord imperceptible, une note poudrée, ancienne, puis plus précise. Un parfum rare, oublié du commerce, mais inoubliable pour qui l'a respiré jadis. Élise blêmit. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. Poirot s'était approché, à pas feutrés. « Vous le reconnaissez ?» Elle hocha la tête, sa voix se brisa. C'était son parfum. Elle le portait toujours, même quand elle mentait. Le mot flotta un instant dans l'air. Poirot n'ajouta rien. Le parfum avait dit ce que les lèvres n'avaient jamais osé avouer. Que l'absence n'avait pas effacé la présence. Elle s'était simplement déposée, comme cette fragrance, dans les plis des choses. Le lendemain matin, alors que les premières lueurs filtraient à peine à travers les vitraux dépolis, Poirot invita Élise à le rejoindre dans la bibliothèque. Il l'accueillit avec une courtoisie intacte, mais son regard, lui, n'était plus celui de la veille. Il était chargé de cette attention silencieuse qu'il réservait aux âmes qui glissent, sans bruit, au bord du mensonge. Ils s'assirent face à face. La pièce était vide, sauf du passé. « Ce parfum, madame, » dit-il doucement, « ne se trouvait pas là par hasard. » Elle détourna les yeux. « Il est ancien. Il a pu... » « Non, » coupa Poirot, sans élever la voix. « Il n'était pas là la semaine dernière. Il a été posé. Ou il a été réveillé. Il la vit frémir. Ses mains se nouèrent, se dénouèrent. Elle tenta une phrase, s'interrompit. Et puis, dans un souffle, « Je n'ai jamais cru qu'elle était vraiment partie. » Poirot se pencha légèrement. « Elle vous a quitté, oui, mais pas cet endroit. Ni ce miroir, ni ce parapluie. » Élise ferma les yeux. C'était il y a si longtemps, et pourtant, elle me regarde encore. Poirot se leva lentement. « Parce qu'il y a des souvenirs, madame, qui ne dorment pas. Ils attendent, et parfois, ils reviennent par le parfum. » Et il savait, à présent, que la vérité n'était pas dans ce qui avait été fait, mais dans ce qu'on avait tenté d'oublier. Le lendemain se leva sur l'autel, avec une lenteur feutrée. L'air était doux, chargé de cette moiteur grise que les lacs savent draper autour d'eux, comme un châle d'oubli. Le personnel parlait plus bas. Les clients, plus rares à descendre au petit déjeuner, s'observaient à mi-voix, comme si la tension de la veille avait été lavée dans les draps de la nuit. Et pourtant, sous ce vernis de silence, quelque chose restait suspendu. Ce fut un cri, aigu, brutal, venu de la berge, qui fendit cette illusion de retour à la normalité. Une femme, une promeneuse matinale, sans doute, appelait à l'aide, des pas précipités, des voix mêlées, puis un nom, un seul. Durand, c'est Monsieur Durand. Hastings accourut. Poirot, déjà levé, s'avançait d'un pas mesuré, son regard fixé droit devant lui. Sur les pierres mouillées du rivage, le corps de Marcel Durand reposait à demi, plongé dans l'eau sombre, le visage tourné vers le ciel, les yeux ouverts, sur une dernière interrogation. Autour de lui, un cercle de curiosité horrifiée grandissait. Mais Poirot, lui, ne regardait pas le corps. Son regard s'était déjà porté un peu plus loin.
vers l'objet coincé dans les doigts glacés de l'antiquaire. Un miroir, cassé, étrangement brillant sous la lumière trouble du matin. Le miroir était petit, de forme ovale, cerclé d'un cadre finement ciselé, sans doute ancien. Il portait les traces de l'eau, des feuilles et d'un reflet que la brume du lac n'avait pas encore dissipé tout à fait. Les doigts de Durand, raides, s'y accrochaient comme à une vérité qu'il aurait tenté de retenir trop tard. Poirot s'agenouilla, s'attarda sur la paume, sur les ongles terreux, sur l'orientation des bras. Mais ce fut le miroir qu'il prit le temps d'observer longuement. La surface brisée, en partie seulement, conservait encore une zone intacte, comme un œil préservé du choc. Et là, dans ce fragment, on aurait juré distinguer une silhouette, floue, mouvante, presque absurde, une robe, peut-être, des cheveux relevés, rien de défini, et pourtant, une présence. Hastings s'approcha à son tour. « Vous croyez que c'est ce qu'il a vu avant de mourir ?» Poirot ne répondit pas immédiatement. Il plissa les yeux, inclina la tête. Il a saisi ce miroir au moment de tomber? Ou bien on le lui a donné à saisir? Ce miroir n'est pas un hasard, mon ami. Il est un message, ou un avertissement, peut-être les deux. Et dans les remous du lac, la silhouette semblait encore danser, comme si elle attendait qu'on la nomme. La police locale parla rapidement d'un accident. Une chute, probablement. La berge était glissante, les pierres traîtresses. L'homme était seul, peut-être distrait. Il aurait glissé, se blessant à la tête sur un rocher, avant que l'eau n'achève son œuvre. Mais Poirot, fidèle à lui-même, ne crut pas aux coïncidences bien rangées. Il examina les semelles, propres malgré la boue, la manche droite déchirée à contresens, le mouchoir plié dans la poche, détail anodin, mais dont le coin était trempé, alors que le tissu restait sec. « On a déplacé ce corps, » dit-il doucement à Hastings, pas loin, mais assez pour redessiner la scène. Hastings fronça les sourcils. Pourquoi cette mise en scène? Et pourquoi ce miroir? Poirot effleura l'objet du regard, sans le toucher. Parce que le miroir montre ce que les yeux refusent de voir, et parce que le meurtrier ne veut pas qu'on le croie, il veut qu'on devine. C'est là le raffinement. Il se redressa lentement. Cette mort n'est pas une fin. C'est une provocation, une signature. Et dans ce silence retombé sur les rives du lac, quelque chose, en effet, semblait attendre d'être lu à voix haute. On réunit les témoins. Certains avaient entendu des pas. D'autres jurèrent avoir aperçu une silhouette sombre. Mais les récits se contredisaient, s'effilochaient. Chacun projetait sa propre peur sur le souvenir. Le miroir, posé sur une serviette, fut montré. Les plus superstitieux détournèrent les yeux. « Regardez bien, » insista Poirot. « Que voyez-vous » Une femme osa s'approcher. Elle plissa les yeux. On dirait quelqu'un en robe longue, peut-être Élise, ou bien la sœur disparue. D'autres opinèrent. Certains ajoutèrent « trop vague, trop brouillé ». Hastings, pourtant, restait figé. Ce visage, il me rappelle quelqu'un, mais ce n'est pas clair. Poirot observait, silencieux, les réactions de chacun. Il ne regardait pas le miroir, mais ceux qui le scrutaient. « Ce miroir n'accuse personne, » dit-il enfin. « Il reflète seulement ce que chacun redoute. » Il y a eu un murmure dans la pièce. « Ce n'est pas une preuve, » conclut un homme à voix forte. Poirot hocha la tête. « Non, ce n'est pas une preuve, mais c'est un indice, pour celui qui sait ce qu'il regarde. » Et dans les plis du silence, l'image continuait de frémir. Ils s'éloignèrent du groupe. Hastings, encore troublé, marchait en silence aux côtés de Poirot, jusqu'à ce qu'ils atteignent un petit banc, à l'écart, sous les arbres. « Vous ne dites rien, » murmura Hastings. « Parce que tout a été dit, mon ami.
mais très peu a été entendu. Poirot leva les yeux vers le lac, dont la surface calme démentait le tumulte intérieur. Ce miroir. Chacun y projette son propre fantôme. Le vrai mystère n'est pas ce que l'on voit, mais ce que l'on refuse de voir. Hastings fronça les sourcils. Vous voulez dire que le meurtrier ne se cache pas, qu'il est là, visible? Poirot tourna lentement la tête. Exactement. Mais nous avons tous un angle mort, par loyauté, par amour ou par peur. Et ces angles morts, ce sont eux qui protègent les coupables. Hastings demeura pensif. Et vous, Poirot, quels sont vos angles morts? Un léger sourire traversa les lèvres du détective. Moi, je ne regarde pas toujours dans le miroir, mais je sais quand il ment. Lorsqu'ils revinrent vers l'hôtel, le jour avait pris une teinte métallique. Les visages croisés semblaient moins sûrs, moins pressés de conclure. Poirot s'arrêta un instant sur le perron, les yeux fermés. « Tout s'éclaire », dit-il simplement. Hastings le regarda, incrédule. « Vous avez compris ?»« Presque. Il ne me manque que l'angle, un seul. Il faut orienter les miroirs. » Les miroirs. Métaphoriquement, Hastings. Il faut que je replace chacun là où il était, non pas physiquement, mais intérieurement. Ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait, ce qu'il tentait d'oublier. Hastings, comme souvent, hésita entre admiration et perplexité. Et alors, Poirot rouvrit les yeux. Alors, l'image deviendra nette. Ce n'est pas le miroir qui est flou. C'est notre regard. Il descendit lentement les marches. Il est temps de poser la dernière question, mon ami. Celle que personne n'ose formuler. Parce que dans la réponse, il y aura un non. Et peut-être une vérité plus douloureuse que le mensonge. La convocation se fit sans éclat, mais elle n'en fut pas moins implacable. Un mot glissé sous chaque porte, d'une écriture précise et légèrement inclinée. Monsieur Poirot vous prie de bien vouloir vous réunir dans le grand salon, à 17 heures. Aucun autre détail, mais chacun comprit. À l'heure dite, les silhouettes s'étaient rassemblées. Certains prenaient place avec raideur, d'autres restaient debout, les bras croisés. Le silence s'était installé, avec la densité d'un brouillard intérieur. Pas un mot, ou presque. On entendait, dans le lointain, le tic-tac d'une horloge ancienne, comme si le temps lui-même suspendait sa respiration. Poirot entra le dernier. Son regard ne cherchait pas les coupables. Il semblait observer des fragments, des gestes, des hésitations, des absences. Il s'arrêta devant la cheminée, mains croisées dans le dos, et pencha légèrement la tête. « Mes amis, vous avez tous vu ce que vous vouliez voir, et c'est bien là tout le problème. Une rumeur faible, une chaise qui grince. Car aujourd'hui, nous ne parlerons pas de ce que l'on a vu, mais de ce que l'on a cru voir. » Et déjà, certains détournaient les yeux. Poirot s'avança d'un pas et désigna le miroir posé sur la table basse, soigneusement protégé sous une feuille de papier de soie. Voilà l'objet autour duquel gravitent nos peurs, nos interprétations, nos souvenirs déformés. Il ôta lentement le voile. Le miroir brillait faiblement, son éclat fragmenté projetant des éclats déformés sur les visages autour. Certains y ont vu une femme, d'autres un fantôme du passé, mais en vérité, ce miroir n'a jamais rien montré. Il a seulement reflété ce que chacun était prêt à croire. Un silence tendu accueillit ces mots. Ce miroir, je l'ai examiné. Il a été subtilement préparé. Une fine pellicule de résine sur un côté, légèrement opaque, destinée à brouiller les contours. Et sur l'autre face, un léger voile d'eau, versé au moment précis de la découverte du corps, pour évoquer l'évanescence et donner corps à une illusion.
Il marqua une pause. Un leurre, mes amis. Un objet dramatique, conçu non pour révéler, mais pour détourner. Et dans ce jeu de reflets, ce n'est pas la vérité qui surgit, mais le soupçon. Or, celui qui manipule les perceptions est souvent celui qui redoute le plus que l'on voit clair. Des regards se tournèrent instinctivement vers Élise. Elle resta immobile. Poirot se redressa légèrement. Ce miroir n'a pas menti. Il a été utilisé. Et par qui? C'est ce que nous allons maintenant découvrir. Poirot laissa le silence s'installer, tel un rideau tiré lentement. Puis il tourna son regard vers le majordome, resté en retrait, près de la porte. Joseph baissa les yeux, mais ne recula pas. « Monsieur Joseph, » dit Poirot d'une voix douce, « vous avez reconnu Élise, n'est-ce pas? Pas comme la compagne de Marcel Durand, mais comme une femme disparue depuis longtemps. » Joseph ne répondit pas immédiatement. Les paupières frémirent à peine. Enfin, il acquiesça d'un signe infime. Elle s'appelait Élise Morel. Elle était jeune, brillante, promise à un héritage. Mais il a su un scandale, une manipulation, un testament contesté et un nom effacé. Élise, blême, s'était raidie, le regard figé sur le parquet. Poirot poursuivit. « Vous l'avez reconnue dès son arrivée, n'est-ce pas? Vous étiez au service de la famille d'Ambroise Lescaut. Vous étiez présent lorsqu'elle a fui, laissant derrière elle un frère ruiné et une tante brisée par la honte. » Joseph murmura. « Je ne voulais pas la dénoncer. Je voulais qu'elle parle, qu'elle avoue. » Poirot hocha lentement la tête. « Mais elle ne l'a pas fait. Alors vous avez attendu. Et quelqu'un d'autre a compris et a voulu en finir. » Des frissons passèrent dans l'assemblée. Et dans ce silence tendu, le nom d'Élise n'était plus un mystère, mais un point de rupture. Un léger frémissement agita la surface du silence. Poirot leva la main, puis la baissa lentement, comme pour dévoiler une pièce dissimulée dans l'ombre. « Marcel Durand, reprit-il, n'était pas un homme porté sur les sentiments, mais il savait reconnaître une faille. Et flairer un profit là où d'autres auraient vu un secret à respecter. » Élise ferma les yeux un bref instant. Joseph, toujours immobile, déglutit sans bruit. Il avait vu le parfum, puis il a vu le trouble, il a recoupé un nom, un passé, une disparition volontaire, et il a compris. Poirot se pencha légèrement. Alors, il a attendu le moment opportun. Il a convoqué Élise sous un prétexte banal. Il a apporté le miroir, prétendument pour retrouver l'atmosphère d'un ancien décor. Mais en réalité, il s'agissait d'un piège, un reflet, un mot, une allusion. Et la peur se met en place. Le chantage, alors, devient presque un soulagement. Hastings murmura, et elle a cédé. Poirot hocha la tête sobrement. Non. Elle a hésité, puis elle s'est tue, et quelqu'un, dans ce silence, a fait le choix de le faire taire à jamais. Une tension neuve saisit l'assemblée. Poirot reposa doucement le miroir sur la table et murmura. « Ce n'est pas le reflet qui tue, c'est ce qu'il réveille. » Le miroir demeurait là, comme un témoin muet. Mais Poirot, lui, s'orienta vers un objet plus discret. Il désigna le parapluie, posé, à l'écart, sa poignée usée révélant des entrelacs à peine visibles. « Un détail, » dit-il doucement. Un parapluie, presque oublié. Mais il portait jadis un monogramme, gravé dans le bois. 2 initiales entremêlées, maintenant effacées par le temps, ou par une main volontaire. Un murmure s'éleva. Élise tressaillit. « C'était le parapluie d'Antoinette, n'est-ce pas ? Votre sœur, celle que vous avez laissée derrière vous lorsque le scandale a éclaté. Vous étiez toutes deux liées par un pacte, un secret scellé à 2. Mais vous êtes partis. Elle, non. » Les yeux d'Élise s'embuèrent d'un voile qu'elle ne tenta pas de chasser. « Ce parapluie, continua Poirot, vous l'avez gardé,
Ou peut-être est-ce celle qui vous l'a envoyé un jour, pour vous rappeler ce que vous aviez trahi. Et vous ne l'avez jamais détruit. C'était un lien, une culpabilité silencieuse. Il marqua une pause, presque tendre. Ce n'est pas la haine qui pousse au crime, c'est la douleur mêlée au souvenir, et lorsqu'un certain homme s'en est servi comme d'un rappel cruel. Vous avez vacillé. Poirot reprit le parapluie entre ses mains, et cette fois, nul ne posa de questions. Élise ne parlait plus. Elle semblait absente, les traits figés, le souffle à peine perceptible, mais ses mains, elles, tremblaient. Poirot l'observait sans dureté. Il s'approcha lentement, puis déposa le miroir devant elle. « Je ne suis pas un juge, madame, dit-il, et je ne suis pas non plus un bourreau. Je suis un homme qui cherche la vérité, et qui l'attend parfois comme un miroir. » Elle ne leva pas les yeux. Le silence, autour, était devenu pesant, presque douloureux. Ce miroir n'a rien de surnaturel. Il ne montre que ce qui est déjà là, une silhouette, une mémoire, une faute. Poirot s'écarta d'un pas. Élise, alors, posa enfin son regard sur la surface froide et fragmentée, et ce qu'elle y vit, nul ne le sut. Mais un léger cri, étranglé, franchit ses lèvres. « Je n'ai pas voulu qu'il meure, » murmura-t-elle. « Il m'a menacé. Il a dit qu'il parlerait, que tout recommencerait. J'ai voulu l'arrêter, pas l'éteindre. » Elle s'effondra, lentement, dans un silence que nul ne rompit. Poirot resta debout, immobile. Il ne s'agissait pas seulement de sauver un nom, dit-il avec gravité, mais d'empêcher le reflet de crier trop fort. Et à ce moment-là, l'affaire ne semblait pas tout à fait close, simplement posée comme un écho dans la glace. Le soir descendait doucement sur le lac, étirant des ombres longues et grises entre les roseaux figés. Hastings, resté en arrière, contemplait l'eau sans vraiment la voir. Il n'y avait plus de voix, plus de cris, plus de regards échappés, seulement ce calme pesant qui suit les révélations. Il revoyait les gestes, les silences, les fragments d'aveux, le miroir, l'accusation muette, le parapluie effacé et cette femme brisée qui n'avait pas su fuir son propre reflet. Tout était dit, ou presque, car il restait toujours quelque chose, ce que Poirot appelait les vérités non dites, celles que l'on dépose dans un recoin de soi-même, avec soin, comme on range une lettre que l'on ne postera jamais. Hastings se demanda s'il avait su voir, lui, ou s'il n'avait été qu'un témoin ébloui, une fois de plus, par l'intelligence de son ami. L'affaire était close, sans éclat, pas de triomphe, pas de justice éclatante, seulement des nœuds dénoués avec pudeur et des souvenirs que l'on préférerait ne pas remuer, et pourtant, le silence semblait encore plein de murmures. Le lendemain, alors que le vent tiède faisait frémir les rideaux du salon désert, Poirot tendit un objet, enveloppé dans un tissu sombre, à Hastings. Ce dernier, intrigué, déplia le linge et découvrit le petit miroir, désormais intact mais banal, dépourvu de sa tension d'antan. « Je vous le confie, mon ami, » dit Poirot avec une voix douce. « Il ne contient plus rien que ce que l'on choisit d'y voir. » Hastings le prit entre ses mains. Le cadre en bois paraissait plus vieux que la veille, comme si le mystère l'avait usé. La surface était lisse, presque fade. Aucune silhouette n'y dansait, aucun message n'y flottait. « Vous ne le conservez pas ?» demanda-t-il. « Non, » fit Poirot. Il a rempli son rôle. C'était un leurre, certes, mais aussi un révélateur d'illusions. Il s'éloigna sans un mot de plus. Et Hastings, seul avec cet objet qui n'en était plus un, se demanda si le vrai pouvoir du miroir n'avait jamais été qu'un prétexte, une porte ouverte sur ce que l'on préfère ignorer. Assis sur la terrasse,
Hastings faisait tourner le miroir entre ses doigts. Songeur. Le soleil, de fin d'après-midi, glissait en oblique sur les dalles, caressant les objets avec une douceur nostalgique. Dans le reflet trouble, il aperçut un détail minuscule, la forme d'un pot à pluie, noir, fermé. Il sourit sans joie. Ce parapluie qu'Élise avait tant voulu dissimuler et qui, par sa seule existence, avait ravivé les cendres d'un passé enterré. Désormais, il ne signifiait plus rien, ni secret, ni menace, juste un objet ordinaire, inutile en ce jour calme. Poirot avait dit « L'âme humaine est un labyrinthe de miroirs. Il suffit d'en tourner un, et tout s'éclaire ou tout se brouille. » Hastings, lui, ne cherchait plus à démêler. Il voulait seulement comprendre comment tant de douleurs pouvaient tenir dans un regard évité, un objet glissé sous un lit, une sœur absente. Dans le miroir, il ne vit plus qu'un parapluie fermé, et cette fois, cela lui suffit. Ainsi, le calme est revenu, mais il n'est plus tout à fait le même, comme si les murs eux-mêmes se souvenaient encore des mensonges murmurés en silence. Et vous, auriez-vous eu le courage de regarder votre propre reflet jusqu'au bout? Si cette histoire vous a touché, aimez-la, partagez-la, et dites-moi en commentaire ce que vous auriez vu, vous, dans ce miroir. Abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets enfouis. Il est des vérités qui, une fois révélées, n'ont plus besoin de mots, seulement d'un dernier regard,